tous. Alors tout d'abord, je me permets de rappeler, comme cela a été fait lors de notre assemblée générale annuelle de l'association qui a eu lieu le 12 février dernier, je me permets de rappeler, pour ceux qui n'ont pas assisté, que nous sommes en pleine période de renouvellement des cartes d'adhésion, pour lesquelles Jackie sera votre interlocutrice. Cette carte vous donne accès aux tarifs réduits, à la fois pour l'entrée à l'aquarium, le nouvel aquarium, et également au jardin méditerranéen. Donc en présentant votre carte mise à jour de votre adhésion 2018, vous bénéficiez de ce tarif réduit. Et par ailleurs, vous nous permettez de disposer d'un petit budget pour faire venir, pour payer les frais de déplacement des intervenants qui viennent de loin. Ce qui n'est pas le cas ce soir, puisque nous accueillons un membre de l'Observatoire océanologique de Banyuls. C'est du trop. Je décline toute responsabilité. Alors, Raphaël Lamy, qui est maître de conférence à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Alors, maître de conférence, ça veut dire vraiment une double activité, à la fois une activité, comme tous les enseignants-chercheurs, une activité d'enseignement. Raphaël dédie l'essentiel de ses enseignements à des questions d'écologie microbienne et de communauté bactérienne. Et d'ailleurs, je souhaitais mentionner le fait que l'innovation n'a pas lieu que dans le milieu de la recherche, mais aussi dans le milieu de l'enseignement, parce que tu as monté avec des collègues des enseignements avec de nouveaux types de supports numériques, des enseignements à distance. Et cette innovation a été primée par un prix justement récompensant l'innovation en 2017. Et ça a été aussi l'occasion pour vous de monter des collaborations avec des enseignements de master au Canada. Donc c'est vraiment aussi une discipline dans laquelle il y a beaucoup d'émulation. Et pour ton volet activité de recherche, alors, tu fais partie du laboratoire de biologie et biotechnologie microbienne. Et tu vas nous parler justement de ce qui est au cœur de tes recherches, à travers la communication. Ça va en venir, ça revient. Tu parles des interactions entre bactéries, justement à l'interface entre biologie finalement et chimie, et des molécules qui permettent aux bactéries de communiquer entre elles. Et je n'en dis pas plus parce que tu vas nous livrer tous ces secrets. Eh bien, merci beaucoup Mélodie de cette introduction. Donc effectivement, je vais essayer de prendre ma casquette de chercheur, mais je vais essayer de l'expliquer aussi bien qu'un enseignant, je vais faire de mon mieux. En tout cas, je vous remercie d'être venus nombreux, surtout qu'entre la Saint-Valentin et les matchs de foot, j'étais pas sûr d'avoir des clients, et merci beaucoup d'être venus. On s'est promis, on essaiera de finir à temps pour le match de foot. Donc je vais vous présenter ma thématique de recherche, et je vais essayer de la vulgariser, qui concerne le langage des micro-organismes. Alors, pourquoi finalement, pour commencer, et ça va être un petit peu le plan aussi de cette présentation, pourquoi s'intéresser à ce dialogue, à ces échanges de molécules entre micro-organismes? Il y a trois raisons principales. La première, on va le voir, ça donne naissance à des manifestations qui sont spectaculaires, en particulier au milieu marin, alors qu'on n'étudie pas forcément beaucoup au laboratoire, mais qui sont vraiment impressionnantes à voir et qui, finalement, c'est peut-être la base de ce qui nous intéresse sur cette thématique, c'est essayer de comprendre une curiosité naturaliste, en fait, pour comprendre ces phénomènes. Et à partir de là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces manifestations spectaculaires liées au dialogue entre les micro-organismes. Et on va essayer de voir si c'est vraiment un mécanisme essentiel pour comprendre le mode de vie de ces micro-organismes. Et là, on va essayer de répondre à deux questions. On va essayer de comprendre c'est quoi ce dialogue entre bactéries, à quoi ça correspond finalement, quelles sont les molécules qui sont échangées. Et puis dans une dernière partie, on essaiera d'être très concret et j'essaierai de vous montrer qu'en fait, ces applications, l'étude de ces mécanismes, elle rencontre des applications qui peuvent être très concrètes au quotidien et qui peuvent vraiment être, finalement, que ces dialogues moléculaires, ils peuvent être manipulés par l'homme pour lutter contre la virulence de certaines bactéries, par exemple. On essaiera de prendre des exemples. Voilà pour le programme. Alors on va commencer par ça, peut-être ce qui est le plus impressionnant, quelques manifestations spectaculaires du dialogue entre les micro-organismes. Évidemment, j'ai choisi de prendre des exemples marins, puisqu'on se trouve à Banyuls, qui est un site d'observation de l'océan. Alors ça, c'est peut-être la photo la plus impressionnante qui existe, mais elle est quand même trafiquée, on va voir pourquoi. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Alors, donc c'est... Sinon, je peux parler fort comme ça, est-ce que tout le monde m'entend si je parle comme ça? Ça marche. Ça marche.
Ça marche là. Ça marche le micro. C'est par intermittence. En général, ça marche mieux maintenant, actuellement sur celui-là si tu le tiens comme ça. Bon, je vais essayer de le tenir comme ça alors, et de bien parler en face. Alors voilà donc une photo satellite qui est assez impressionnante à voir puisque on voit au large de l'Afrique une tache lumineuse ici. Alors en fait cette tache lumineuse elle correspond à donc c'est une tache de bioluminescence microbienne, donc de la lumière qui est émise par les micro-organismes. Alors je sais que la photo est trafiquée parce qu'en fait c'est un signal radar qui a été capté par le satellite et qui fait vraiment cette forme-là que les chercheurs ont colorée pour la rendre plus visible avec tout simplement avec Photoshop. Mais ce qui est clair, c'est que derrière, il y a un signal radar qui est clairement lié à une émission de bioluminescence qui fait près de 250 km de long. Alors ça fait un gros papier qui a été publié dans la revue PNAS, qui est une grosse revue américaine. Et en fait, cette tâche observée par satellite, elle a été confirmée ensuite sur site par des navires marchands qui ont pu la traverser. Donc ça peut être confirmé directement sur place. Et elle est imputée à une multiplication de bactéries, des bactéries qu'on va rencontrer souvent aujourd'hui au cours de la conférence, qu'on appelle Vibrio. Et ces bactéries, elles seraient associées, elles sont bioluminescentes, et elles sont associées ici à de nombreuses algues où elles vont réussir à trouver leur milieu de vie. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que cette photo satellite, elle révèle que les bactéries, elles sont capables, à très haute concentration dans cet environnement, de produire cette bioluminescence. Alors, parmi ces manifestations un petit peu spectaculaires du dialogue microbien, on le retrouve aussi dans une symbiose. Donc c'est une association très étroite entre un animal et les bactéries. Et en particulier, on la retrouve, cette symbiose, dans une petite seiche. Alors cette seiche, elle s'appelle Euphrina scolopes. Alors elle vit à Hawaï, parce que c'est l'endroit où cette symbiose entre bactéries et seiche a été découverte. Mais on en trouve aussi à Banyuls. Je ne sais pas si certains d'entre vous plongent de temps en temps. Si vous plongez la nuit à Poli, par exemple, vous pouvez trouver des petites sépioles qui vont faire aussi de la bioluminescence. Elles vivent dans les fonds sableux, pas très très profonds, pas très loin des herbiers de Posidonie aussi parfois. Alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est la zone où il y a de la bioluminescence. En fait, les bactéries ici, elles se concentrent dans un organe qu'on appelle l'organe lumineux, et qui va permettre à la seiche de faire cette bioluminescence. Alors voilà, ici, c'est une chercheuse américaine qui est à Hawaï, est en train de pêcher ses seiches. Vous voyez, elle les pêche avec une lumière, et puis c'est dans des endroits qui ne sont pas très profonds, plutôt des endroits sableux. Alors si on va chercher ce qu'il y a dans cet organe lumineux ici, on peut isoler une bactérie, et cette bactérie, elle s'appelle Vibrio fischeri, et elle va produire, à nouveau, quand elle est à forte densité, quand elle est très concentrée, et c'est le cas ici, elle va se concentrer très fortement dans cet organe lumineux, elle va se mettre à produire de la lumière. Et on peut recréer ces conditions laboratoires, puisque vous voyez ici, on arrive à faire pousser cette souche bactérienne à très haute concentration, et elle produit ici de la lumière. Alors c'est assez impressionnant. Alors, si on va plus loin, c'est-à-dire, vous voyez, la seiche est vraiment toute petite, hein, on a une idée de sa taille ici sur la photographie avec la main de l'observateur. Ça, c'est une observation de l'organe lumineux avec une technique de microscopie qui est très puissante, puisque c'est la microscopie électronique à transmission. Vous voyez ici, ça fait 10 micromètres, c'est 10 millièmes de millimètre. Et vous voyez ici, on se retrouve vraiment dans l'organe lumineux, et ça, ce sont toutes les bactéries qui colonisent cet organe lumineux. Donc toutes les bactéries Vibrio fischeri, et vous voyez à quel point elles sont concentrées, elles sont proches les unes des autres. Tout le reste de la photographie, il s'agit de la partie correspondant à la petite seiche. Donc vous voyez ici, la crypte de cet organe lumineux est colonisée par des bactéries qui, parce qu'elles sont à haute densité, seront capables de faire cette bioluminescence. Alors depuis, les chercheurs ont pu identifier un petit peu comment se faisait ce mécanisme de colonisation, et c'est assez impressionnant à voir. Donc là, voilà la petite seiche. Donc on va regarder l'organe lumineux, et on regarde ici dans ce qu'on appelle une coupe transversale, donc comme si on coupait la seiche en deux. Alors on retrouve ici, donc là on est dans l'eau de mer, à ce niveau-là, et là on est dans l'organe lumineux, et vous voyez que les bactéries dans la chambre, ici, dans les fameuses cryptes, et on voit que les bactéries ici se concentrent très fortement. C'est à ce niveau-là qu'elles vont émettre cette bioluminescence. Donc dans l'eau libre, vous voyez ici, on a une bactérie, un de ces Vibrio fischeri en violet, et là il ne va pas se mettre à faire de la bioluminescence, les bactéries ne sont pas assez concentrées, elles ne sont pas assez proches les unes des autres pour réaliser cette bioluminescence. Par contre, elles vont être attirées dans la seiche par une espèce de mucus qu'elles vont coloniser, et ce mucus, en fait, il va bloquer l'entrée
de l'organe lumineux. Et les bactéries, ici Vibrio, vont être capables de coloniser ce mucus, de s'y multiplier pour ensuite pénétrer dans l'organe lumineux et se concentrer dans les cryptes où elles vont faire de la bioluminescence. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment, par l'intermédiaire de cette petite sépiole, on a un mécanisme de concentration cellulaire qui va permettre de conduire à cette très forte densité microbienne dans ces cryptes-là pour contrôler l'émission de la bioluminescence. Alors, encore plus intéressant, les chercheurs se sont aperçus en étudiant ce modèle-là que la variation de la densité cellulaire, et donc la variation de bioluminescence, elle suivait des rythmes jour-nuit. Alors, on va essayer de comprendre ce graphique-là. Bon, jour-nuit, ça devrait aller, ici le jour, ici la nuit. Et en violet, ici, cette courbe violette, elle correspond à l'abondance des bactéries dans l'organe lumineux. Et vous voyez que cette abondance, en fait, elle monte pendant la journée, elle atteint un pic en début de nuit, elle se maintient pendant la nuit, avant de s'effondrer au petit matin. Et donc la sèche, elle va se mettre à faire de la bioluminescence pendant la nuit, quand les bactéries sont très concentrées ici dans l'organe lumineux. Et au petit matin, la sèche, elle expulse toutes les bactéries de cet organe lumineux, ce qui fait que la concentration dans l'organe lumineux de ces bactéries elle revient quasiment à zéro, plus de bioluminescence. Et ces bactéries, au cours de la journée, vont se multiplier pour atteindre un maximum au début de la nuit. Donc vous voyez que c'est très intéressant, et ce qu'on voit ici aussi, c'est qu'on a une variation de la densité cellulaire qui est vraiment, qui va induire cette variation de bioluminescence, et le tout régulé par une alternance entre le jour et la nuit. Alors forcément, la question qui se pose après, et c'est la question qui était à la base de cette découverte des dialogues microbiens, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer une telle transition? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on va passer d'une forte densité cellulaire à une forte bioluminescence? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un message qui va passer entre on est très concentré et donc c'est le moment de faire de la bioluminescence? Et c'est vraiment cette articulation-là qui va essayer de permettre de comprendre ce que c'est. C'est en comprenant cette articulation-là qu'on va comprendre comment se font les dialogues microbiens. Et donc c'est vraiment sur ce modèle en fait de la sèche qui fait de la bioluminescence, sur ces Vibrio fischeri qui colonisent l'organe lumineux, que ces phénomènes de dialogue microbien ont pu être découverts. Donc sur un modèle qui est vraiment très fondamental, un modèle qui est découvert à l'université d'Hawaï. Donc la question qui se pose ici, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 1970, à la fin des années 70, même si le terme, on va le voir, n'a été formalisé que dans les années 90. Donc la question qui se pose ici, c'est comment est-ce que les cellules arrivent à se compter, comment est-ce que les cellules arrivent à savoir qu'elles sont suffisamment denses entre elles, dans les cryptes de l'organe lumineux, pour produire cette bioluminescence. Alors évidemment, la réponse à la question, on va essayer de l'expliquer, de la détailler. La réponse à la question, c'est de dire qu'il existe des composés chimiques qui sont échangés entre ces micro-organismes, qui vont permettre aux cellules de se compter entre elles pour faire la bioluminescence. C'est ça la réponse à la question, et c'est là qu'est l'origine de ces dialogues microbiens. Alors comment est-ce que cette découverte des dialogues a pu être faite? C'est un petit peu ce qu'on a fait ensemble finalement de façon virtuelle dans la première partie. On prélève tout simplement, on dissèque les organes lumineux dans les sépioles, on va isoler la bactérie impliquée, on va la faire pousser par exemple dans ces flacons où elle va faire de la bioluminescence, on va l'isoler aussi sur des boîtes parfois. Évidemment, derrière, c'est des outils de biologie moléculaire, de génétique, qui vont permettre d'aller étudier l'ADN de ces micro-organismes pour comprendre ce qu'ils ont au fond de leurs cellules. Et on va aussi faire beaucoup de chimie qui va permettre d'isoler les molécules qui sont impliquées dans ces dialogues pour essayer de comprendre un petit peu tous ces mécanismes. Alors c'est ce qu'ont fait les chercheurs donc, au début des années 80, une fois qu'ils ont posé cette question-là, ils ont essayé de caractériser ces mécanismes. C'est un schéma un petit peu difficile qui explicite le phénomène, mais on va essayer de l'expliquer ensemble. Alors en fait, on a deux états, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a l'état où les bactéries sont à faible densité cellulaire, donc dans l'eau, libre, et ici à droite, vous voyez, elles sont nombreuses, chaque rond bleu correspond à une bactérie. Et là, les bactéries, elles sont nombreuses. Donc là, typiquement, on est dans l'eau de mer, et là, typiquement, on va se retrouver à l'intérieur des cryptes de l'organe lumineux. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces bactéries, elles sont capables d'émettre ces ronds orange ici, qui, en fait, ont longtemps été appelés des hormones bactériennes, qu'on appelle maintenant des autoinducteurs. Alors, vous voyez ici, ces ronds ici, ces fameuses hormones bactériennes, elles sont peu nombreuses lorsque la densité de cellules est faible. Par contre, elles se multiplient, les bactéries en émettent beaucoup plus lorsque la densité augmente.
Et c'est ça, en fait, ce que vont être capables de ressentir les bactéries pour produire la lumière qu'elles émettent. Alors, on peut rentrer un peu plus dans le phénomène. Ce qui est en marrant ici, ce n'est pas des cheveux, c'est ce qu'on appelle le flagelle de la bactérie. Alors, en fait, on a eu des enzymes qui vont produire à l'intérieur de la cellule, ces enzymes, on les appelle les enzymes Buxi pour les spécialistes. Elles vont produire ces fameuses molécules qui permettent aux bactéries de se compter. Et dans d'autres bactéries, on va avoir des récepteurs cellulaires, c'est des protéines capables de capter ces hormones bactériennes et qui vont induire tout un système génétique dans l'ADN permettant la production de lumière. Alors on les appelle auto-inducteurs en fait parce que ces molécules ici, elles sont capables d'induire leur propre synthèse. Autrement dit, on va avoir une amplification exponentielle du phénomène. Autrement dit, plus il y a de ces molécules oranges ici, plus il y a de ces composés oranges, plus la production de ces composés oranges sera favorisée. Donc on a vraiment un phénomène d'auto-induction, une multiplication exponentielle de ce phénomène qui va se mettre en place. Alors, ce mécanisme de dialogue microbien, donc, où les cellules vont réussir à se compter entre elles pour faire des activités physiologiques, le terme qui a été défini en 1994, c'est le terme de quorum sensing. Et c'est vraiment ça, le terme scientifique pour définir ce que c'est qu'un langage microbien. Alors, c'est un mécanisme découvert à la fin des années 1970 et qu'on appelle quorum sensing. Alors, je vais essayer de le définir plus précisément. Alors, j'ai pris la définition du Larousse, en fait, tout simplement, pour définir le mot quorum. Le quorum, c'est le nombre de membres présents exigé dans une assemblée délibérante pour que le vote soit valable. Alors, je ne sais pas si vous avez du quorum pour les assemblées de l'association des amis du laboratoire Aragon. Est-ce que vous vous comptez pour savoir s'il y a un nombre de votants suffisant? Absolument. C'est exactement ce que font les bactéries quand elles vont faire de la bioluminescence. Vous pourrez le savoir la prochaine fois. On fait moins de lumière aussi. C'est comme M. Jourdain, vous faites du quorum sensing sans le savoir. Et sensing en anglais, c'est la prise de connaissance, la sensation. Et donc quand on mélange les deux termes, en fait, le quorum sensing, c'est un mécanisme, un système qui va renseigner les micro-organismes sur la densité cellulaire qui est présente autour d'eux, sur la quantité de partenaires de micro-organismes qui sont autour d'eux. Et cela va permettre donc derrière des comportements à l'échelle de la communauté. Tout ensemble, ces bactéries vont être capables de réaliser de la bioluminescence ou un trait physiologique particulier. Alors ça nous amène à la troisième question, finalement, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Est-ce qu'on peut savoir qui sont, quelle est la base de ce langage? C'est quoi ces ronds oranges? Quelle est la base de ce langage microbien? Qu'est-ce qui se cache derrière ces fameuses hormones bactériennes? Même si le terme aujourd'hui est remis en cause, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Alors donc la question ici, c'est quelles sont ces molécules qui vont permettre l'échange d'informations chez les micro-organismes. Alors pour ça, on va faire appel à des outils de la chimie pour essayer de caractériser l'ensemble de ces molécules. Alors la principale, la première découverte, les plus communes, ce sont ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu barbare, c'est ce qu'on appelle les acides homocérinaltones. Alors vous allez voir, c'est assez simple en fait. On va faire un peu de chimie ensemble. Donc la question qu'on se pose, c'est à quoi correspondent ces ronds oranges? Voilà, le plus fréquemment, ce sont ce type de molécules. Alors en fait, on a ici ce qu'on appelle un noyau lactone. Vous voyez, on a deux oxygènes, ça c'est le haut oxygène, et ici, chaque sommet correspond à un carbone. Donc on a ici un motif qui est géométrique, qui contient 1, 2, 3, 4 carbones et 2 oxygènes. On a ensuite un atome d'azote et encore un atome d'oxygène. Et vous voyez, ce motif qui est très graphique, on va le retrouver très souvent dans toutes ces molécules de communication. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est le R qui est ici. Pourquoi? Parce que ce R, il est variable. Ce R, ça peut être une chaîne carbonée qui va être plus ou moins longue, ça va être d'autres types d'atomes qui vont se brancher sur ce fameux noyau lactone. Autrement dit, quand une bactérie émet une molécule de communication, elle émet ce type de composé. La partie ici, elle va être toujours la même, c'est-à-dire qu'elle indique à la bactérie que, attention, il y a un signal informatif qui arrive, et la nature du messager, la nature de l'information, elle va être en fait amenée par ce qui va se brancher à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois l'information qu'il y a un signal et à la fois une variation possible de ce signal expliquant la variation du dialogue qui peut exister entre ces micro-organismes. Alors pour vous illustrer cette fameuse variation, voilà quelques exemples de bactéries marines et
et de la variation qui peut exister dans ce langage microbien. C'est vraiment la variation de ce type de composé ici, de ce type de molécule orange. Alors vous voyez par exemple ici, c'est des bactéries ici ça c'est une cyanobactérie, c'est des bactéries qui sont assez communes dans l'eau de mer. Et vous voyez ici, graphiquement, on retrouve toujours à gauche, systématiquement, ce que je vous montrais tout à l'heure, les deux atomes d'oxygène, l'atome d'azote, à nouveau l'atome d'oxygène. Donc on retrouve systématiquement en fait ce qu'on appelle ce noyau lactone, ici, qui est commun systématiquement à toutes ces molécules de langage bactérien. Par contre, vous voyez que le R, ici, cette partie-là, elle est extrêmement variable. Et c'est cette partie-là qui est très variable qui va donner sa spécificité au signal qui sera transmis par ces micro-organismes. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une double... Ici, à chaque fois qu'on a un sommet, c'est un atome de carbone. Vous voyez que le nombre d'atomes de carbone peut varier beaucoup. Parfois, il est très court. Ici, on n'a que 3, 4 avec le 5, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Par contre, ici, on va en avoir 17. Vous voyez que le nombre peut varier beaucoup. Par contre, parfois, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des doubles liaisons. Donc, on peut vraiment avoir une gamme de variations de ces composés qui est extrêmement importante. Et on en trouve dans beaucoup de bactéries. Il y a beaucoup de bactéries qui, dans l'eau de mer, sont capables d'émettre ce type de composés et de communiquer entre elles un certain nombre d'informations. Alors, ce n'est pas les seules, c'est les plus communes, celles-ci, ce qu'on appelle les acides homosérine-lactone. Maintenant, vous comprenez pourquoi lactone, à cause de cette partie-là. Mais ce n'est pas les seuls. Il existe en fait une très grande diversité de composés qui permettent de moduler, de diversifier tous ces langages microbiens. Par exemple, parmi les plus impressionnantes qui ont été découvertes, c'est les molécules qui sont à base d'atomes de bore, ce qui est très très rare dans le monde vivant. On a très peu de molécules borées. Alors celles-là, ça c'est des molécules qu'on va trouver chez des agents pathogènes souvent, comme par exemple Vibrio orvei. Alors Vibrio orvei, vous le connaissez sans le savoir, vous savez qu'il y a beaucoup d'huîtres, par exemple, qu'on cultive à Thau, ou en Bretagne, et il y a beaucoup de ces huîtres qui sont malades. Et parmi les agents de mortalité des huîtres, un des agents, parce qu'il y en a plusieurs, c'est souvent polymicrobien et multifactoriel. Parmi ces agents qui tuent les huîtres, parfois, on a ce fameux Vibrio orvei. Pareil, on a aussi dans l'intestin, parfois, vous pouvez être malade à cause, je ne le sais pas, à cause d'une Escherichia coli. C'est une bactérie qui est très commune, que vous devez tous connaître, j'imagine, qui fait souvent l'une de l'actualité. Et c'est une bactérie non pathogène qui vit dans l'intestin. Et bien dans ces deux cas, ce type de bactéries sont capables de dialoguer par ce type de molécules, sont capables d'émettre ces facteurs-là pour réguler leurs activités. Alors c'est un peu compliqué, on va se rester sur celle-ci. Vous voyez ici on a une molécule avec quelques atomes de carbone, des atomes d'oxygène, des atomes d'hydrogène et surtout un atome de bore ici. En fait on a un équilibre entre ce qu'on appelle une formule R à ce niveau-là et une formule S. La formule R, elle est plutôt utilisée par les coliformes, et la formule S, ici, elle est plutôt utilisée par les vibrios. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des molécules qui sont beaucoup moins variables que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui peuvent être aussi émises en grande quantité pour que ces bactéries arrivent à dialoguer entre elles. Alors, on pourrait faire un catalogue très long, je ne vais pas vous faire un catalogue de molécules, on n'est pas là pour ça, mais je veux juste illustrer en fait, la variation qu'on peut avoir autour de ces composés. Alors vous voyez, le Vibrio orvei, on le retrouve ici, à nouveau, mais ces composés-là servent aussi au dialogue entre des Vibrio cholerae, c'est l'agent du choléra. C'est une bactérie aquatique aussi, parce qu'on se contaminait au XIXe siècle en buvant de l'eau contaminée. Vous voyez qu'on a des choses qui sont très différentes ici, il suffit juste de regarder graphiquement, hein, c'est extrêmement différent. Ici c'est une chaîne carbonée très longue avec un atome d'oxygène, et encore ici un atome d'oxygène, et ici on a un atome d'azote. Donc vous voyez, on a encore une variation autour de dans cette famille de molécules, qui est encore une illustration de la complexité des échanges qui peuvent avoir lieu entre ces micro-organismes. Encore un exemple très différent, qu'on trouve cette fois chez les Staphylococcus, qui sont des bactéries qui sont pathogènes souvent sur la peau. Vous connaissez certainement le Staphylococcus doré. Les bacillus, par exemple, il y a des bacillus qui peuvent attaquer certaines plantes, les streptocoques aussi, comme l'agent de la pneumonie, Streptococcus pneumoniae, pardon. Et en fait, ces micro-organismes-là, eux, vont communiquer avec d'autres types de molécules, vous voyez ici. Alors souvent, ce qui est caractéristique dans ces composés, c'est les ronds qui sont ici. C'est des cycles, et c'est pour ça qu'on appelle ça des peptides cycliques. C'est comme si on avait des petites protéines qui ont des motifs cycliques et qui vont permettre à ces micro-organismes de dialoguer entre eux.
Donc vous voyez, on a vraiment une grande diversité de composés. Si on les repasse en revue rapidement, on a ceci, cela, cela, et cela. On a vraiment des formes qui sont très variables, très distinctes. On a vraiment... Et ça va transmettre des messages très différents et ça va introduire des dialogues qui vont être très complexes entre tous ces micro-organismes. Alors ça, c'est une illustration d'un travail qu'on a fait au laboratoire. C'est une étudiante que j'ai co-encadrée avec une collègue à Banyuls. Et la question qu'on s'est posée, on a eu une bactérie qui a été isolée dans le mer et on s'est demandé quel type parmi ces composés, lesquels elle pouvait émettre pour sa communication. Et ce qu'on a pu remarquer, c'était très étonnant, c'est que en fait, on n'a pas une bactérie qui va émettre un type de molécule, mais ici, vous voyez que cette bactérie-là, elle a été capable d'émettre une très très grande diversité de composés impliqués dans les dialogues microbiens. Alors, vous retrouvez à chaque fois ce fameux noyau lactone, vous voyez, avec les deux oxygènes. On retrouve toujours ce motif graphique ici systématiquement. Par contre, le C ici, ça correspond à la longueur de la chaîne carbonée. Vous voyez qu'elle peut être très variable. On peut avoir 15 carbones, 16 carbones, 21 carbones, 17 carbones, 19 carbones, etc. Donc ce qu'on voit ici, c'est que finalement, une seule molécule, une seule bactérie est capable d'émettre un langage bactérien qui va être très complexe, avec un très grand nombre de composés qui vont être très différents. Et donc une transmission d'informations qui peut être, par derrière, extrêmement complexe. Alors la question qui vient derrière, c'est maintenant vous savez parler de langage bactérien, mais vous ne savez pas encore ce qu'il veut dire. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est quelle est la nature de ces informations qui vont être transmises par ces fameux, composées par ces fameuses molécules. Donc la question qu'on va se poser là, c'est quels sont les messages, les informations transmises par les composés impliqués dans ces dialogues microbiens. Alors j'essaie de prendre des exemples très concrets pour rendre les choses un petit peu plus faciles à appréhender. La première info qui passe, c'est les bactéries vont devenir virulentes, elles vont contrôler leur virulence. Alors vous voyez ici, on retrouve ces fameux deux états, la faible densité cellulaire, la forte densité cellulaire. Chaque rond bleu correspond à une bactérie, et chaque losange, chaque carré ici rouge, correspond à ces fameuses molécules de communication. Donc vous voyez qu'à faible densité cellulaire, les molécules de communication ne sont pas émises, à forte densité cellulaire, elles sont présentes. Et elles vont transmettre ici un message de virulence. Autrement dit, toutes les bactéries simultanément vont, sous l'effet de ces composés-là, se mettre à devenir virulentes. Alors il y a un exemple qui est très connu, qui a été très décrit dans des gros papiers, qui ont été publiés dans les revues Science en particulier, par exemple, il y a quelques années. Alors il y a une bactérie qui a été très étudiée pour ça, c'est la bactérie Pseudomonas aeruginosa. Alors on la connaît bien parce qu'elle est responsable d'infections nosocomiales. Vous savez, c'est ces maladies qu'on peut attraper à l'hôpital, chez les patients immunodéprimés par exemple, ou alors chez les patients atteints de mucoviscidose, cette bactérie elle va coloniser le mucus qui a tendance à remplir les poumons, qu'on essaie d'évacuer justement par de la kinésithérapie par exemple. Donc ça peut créer des surinfections chez les patients atteints de mucoviscidose. Et en fait ces bactéries-là, elles vont se mettre à être virulentes quand dans leur hôte, elles vont se concentrer, se multiplier, elles vont émettre ces molécules et donc elles vont se dire là c'est le moment d'être virulente et elles vont exprimer à ce moment-là leur facteur de virulence. Donc, voilà un exemple très concret de message qui peut être transmis par ces micro-organismes quand ils dialoguent entre eux. Un autre exemple très concret, c'est la raison pour laquelle vous êtes chez le dentiste, c'est les bactéries qui colonisent le tartre. Vous savez, le tartre, c'est ce qu'on enlève chez le dentiste régulièrement, une fois par an. Et on l'enlève pourquoi? Parce que c'est un amas de micro-organismes qui est un petit peu calcifié. Qui dit amas de micro-organismes dit que les micro-organismes dedans vont être concentrés. Et là encore, on se retrouve dans cette situation dans le tartre, on se retrouve avec une très forte densité cellulaire, avec des bactéries qui peuvent être virulentes. Et alors là, la virulence dans le tartre, ça va créer par exemple tout simplement une carie. Donc on a un certain nombre d'activités microbiennes qui seront liées spécifiquement à cette forte virulence, à cette forte densité, et qui peuvent causer ces caries. D'où la nécessité d'enlever le tartre pour supprimer ce qu'on appelle ce biofilm microbien, mais aussi tout simplement pour abattre l'abondance microbienne, diminuer ces quantités de molécules de dialogue microbien et réussir derrière à éviter la carie et la virulence de ces bactéries. Alors un autre exemple, cette fois c'est un exemple marin dans l'environnement que j'ai choisi, qui est peut-être un petit peu plus difficile, mais qu'on va essayer d'expliquer doucement. Les bactéries, elles vont communiquer aussi entre elles pour réussir à se nourrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se nourrir pour une bactérie? En gros, c'est manger du sucre, on va résumer. Et qu'est-ce qui produit du sucre dans l'eau de mer? C'est principalement des algues. Alors, les bactéries, donc, elles vont se coordonner pour manger les sucres produits par les algues.
Alors on va essayer d'expliquer ça. Voilà, des algues, c'est ce qu'on peut voir par exemple au biodiversarium à côté. C'est ce qui pousse dans ces flacons très colorés, on en voit à côté de l'aquarium maintenant. Alors vous voyez ici, on a des petites algues, ici c'est surtout ce petit rond ici. Vous voyez, les bactéries, elles sont en orange ici. Elles se promènent à proximité des algues, et puis elles aiment bien se balader à proximité des algues parce qu'elles se disent qu'il y a des sucres. Et quand elles se retrouvent en nombre suffisamment concentré, vous voyez, elles émettent ici ces fameuses molécules de communication qu'on retrouve un peu partout. À partir du moment où elles émettent ces molécules de communication, elles vont libérer les enzymes nécessaires pour manger ensemble tous ces sucres. Donc elles sont capables ici, vous voyez, ça conduit à la désagrégation de cette particule qui était colonisée par les algues et les bactéries. Donc, vous voyez, elles sont capables ici d'émettre ces fameuses molécules de dialogue moléculaire pour réussir à se coordonner pour se nourrir. Ils vont réussir à manger ensemble tous les sucres qui sont émis par ces algues avant d'être largués dans l'environnement directement. Donc parmi les messages qui passent, donc la virulence, la nutrition, je crois que j'ai pris le dernier exemple, oui, la formation de ce qu'on appelle des biofilms. Alors, ça c'est encore un exemple où les bactéries vont se coordonner pour faire des activités particulières. Alors, vous connaissez les biofilms, vous connaissez ce que c'est. Si vous avez la chance d'avoir un bateau Banyuls, par exemple, vous devez l'enlever régulièrement pour enlever cette couche ici d'organismes qui poussent sur le bateau. Donc vous allez mettre de la peinture, par exemple, pour essayer de limiter ce type de problème. Ça va coloniser les canalisations. Alors souvent, en plus, on va avoir une calcification qui vient se faire à côté. Alors, les biofilms, donc, c'est des amas bactériens en fait, qui se déposent, tout simplement. Qui se déposent et qui peuvent contaminer aussi des appareils médicaux, par exemple. Dès qu'on a de l'eau qui passe avec des bactéries, on peut avoir formation d'un biofilm sur une surface. Et la formation de ces biofilms-là, elle est aussi dépendante de ces fameuses molécules de dialogue microbien, de ces interactions entre les micro-organismes. Alors j'ai pris un exemple ici. Vous voyez ici, on se retrouve toujours dans ces deux états, on retrouve toujours la même chose, à savoir la bactérie toute seule qui ne va pas faire grand-chose, et les bactéries ensemble qui vont émettre ces molécules de communication, ici en vert, en rouge, et qui vont créer ce fameux biofilm ici dans une canalisation. Vous voyez ici, tout ça, ça correspond à du biofilm, et la synthèse de cette matrice ici, elle va être faite grâce à l'émission de ces molécules de communication. Donc la formation de ces biofilms, elle est vraiment régulée par l'émission de ces molécules de dialogue microbien. Alors derrière, une fois que le biofilm microbien s'est installé, on va avoir d'autres espèces qui viennent s'installer, des petits coquillages, des algues, etc. Et ce qui fait qu'on va avoir un biofilm très épais qui vient pousser. Le premier biofilm qui s'installe, avant tout, ce sont des bactéries qui s'installent sur ces surfaces. Alors la dernière partie de la conférence, donc c'est finalement, maintenant qu'on connaît ça, c'est une recherche qui est très fondamentale. Est-ce que ça peut avoir des applications concrètes? Est-ce qu'on peut réussir à manipuler ces dialogues microbiens pour réussir à lutter contre des problèmes, à résoudre des problématiques qui nous concernent tous les jours? Je pense qu'on y est presque, parce que finalement on voit que ces dialogues microbiens, ils sont capables de réguler la virulence, ils sont capables de réguler la formation de biofilms. Donc forcément, si on arrive à couper ces dialogues microbiens, par derrière, on arrivera à limiter tous ces problèmes-là. C'est un petit peu le raisonnement qui est fait. Alors à l'heure actuelle, ça reste quand même de la recherche appliquée. J'ai pas connaissance à part un ou deux cas très limités, j'ai pas connaissance de produits qui sont des médicaments qui sont encore mis sur le marché. Il y a vraiment une recherche intensive qui se fait dans le domaine pour réussir à manipuler ces dialogues microbiens et limiter un certain nombre de problèmes. Alors j'ai pris 3 exemples qui reprennent un petit peu finalement ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut, grâce à la manipulation de ces dialogues microbiens, on peut lutter contre des bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques. On peut lutter contre ce qu'on appelle le biofouling, donc c'est la mise en place de biofilms sur ces coques de bateau. Et on peut, c'est un exemple que je n'ai pas encore abordé, lutter contre des bactéries pathogènes, par exemple dans des élevages en aquaculture. À chaque fois, ce sont des processus microbiens. À chaque fois, ces processus se mettent en place par ce fameux dialogue moléculaire, ce fameux quorum sensing. Et à chaque fois, c'est des processus qui sont nuisibles pour l'homme. Alors, on va les détailler les uns après les autres. Donc, premier exemple, des applications concrètes en milieu médical. Alors, le contexte, vous le savez, on a un gros problème actuellement au niveau mondial qui est le problème de la résistance aux antibiotiques. Cette résistance aux antibiotiques, elle va causer d'ici 2050 une mortalité extrêmement importante. Parce qu'on a trop consommé d'antibiotiques, les bactéries, par cette surconsommation d'antibiotiques, deviennent résistantes, et du coup, on manque de molécules, on manque de composés
proposer un nombre de stratégies pour réussir à lutter contre ces bactéries multirésistantes. Et vous voyez ici, c'est une estimation en fait entre aujourd'hui et 2050, l'augmentation de la mortalité estimée liée à cette résistance aux antibiotiques. Elle est extrêmement importante et elle concerne un grand nombre de maladies, la pneumonie, les infections du sang, la diarrhée, certaines infections urinaires, etc. Et sur des populations qui sont extrêmement importantes. Donc on a vraiment une augmentation inquiétante de ces résistances aux antibiotiques. Et une des réflexions qui est faite par certains groupes de recherche, c'est de se dire, finalement, on pourrait essayer de manipuler ces dialogues moléculaires pour lutter contre la résistance, la multirésistance aux antibiotiques de certaines de ces bactéries. Alors comment ça va marcher? Alors, on retrouve toujours notre système, peu de bactéries, beaucoup de bactéries. L'idée, tout simplement, c'est quand il y a beaucoup de bactéries ensemble, ces molécules de communication, elles transmettent l'information, c'est le moment d'être virulente, c'est le moment d'attaquer l'hôte. Il suffit d'aller les couper, d'aller les réduire, ou d'aller les oxyder, ou de les capturer pour les enlever du système. C'est ce que représentent ces petits éclairs, c'est d'essayer d'inhiber finalement cette communication cellulaire pour limiter la virulence de ces micro-organismes. Alors, il y a eu du travail qui a été fait, des premiers travaux qui ont été faits en particulier chez Pseudomonas aeruginosa, et en particulier sur certaines bactéries multirésistantes. Alors, les travaux qui ont été publiés semblent assez prometteurs. Il y a un certain nombre de composés qui permettent de couper ces molécules de dialogue moléculaire. Mais encore faut-il que ces composés ne soient pas toxiques pour nous, par exemple. Et ce n'est pas toujours le cas, en fait. Et c'est un des nombreux problèmes auxquels cette recherche reste encore confrontée. Alors, une deuxième application concrète, c'est l'utilisation en aquaculture. C'est un petit peu le même principe, c'est un petit peu le même système. Simplement, c'est pour vous illustrer la diversité des applications qu'il peut y avoir sur ce type de système. Alors, le contexte, c'est un peu le même que pour la multirésistance aux antibiotiques. L'aquaculture, c'est un domaine qui est en très forte croissance. Vous le voyez ici, c'est la quantité de poissons qu'on mange. Ça, c'est la partie liée à la pêche en mer, et ça, c'est la partie en bleu liée à l'aquaculture. Et vous voyez qu'entre aujourd'hui et 2030, vous voyez que la quantité de poissons qui va être élevée à l'aquaculture versus la quantité pêchée va être beaucoup plus importante. Tout simplement parce qu'il y a des phénomènes de surpêche dans l'océan qui conduisent à la raréfaction des ressources. Et donc, pour pouvoir continuer à manger du poisson, la seule solution, c'est de l'élever en aquaculture. D'où l'augmentation très importante de cette industrie en aquaculture. Si vous avez l'occasion d'aller en Norvège, par exemple, vous pouvez voir la multiplication de ces aquacultures en mer. Alors, une telle industrie, une telle augmentation de l'industrie aquacole, ça a des conséquences qui sont assez importantes. D'abord, il y a une diversification des espèces élevées, donc une diversification des pathogènes qui peuvent attaquer ces poissons. Il y a aussi une croissance des échanges de poissons entre les aquacultures, par exemple, donc une diffusion plus facile des parasites. C'est aussi il y a des élevages à très forte densité, donc une utilisation aussi massive des antibiotiques. Et ça, les aquaculteurs n'aiment pas beaucoup utiliser les antibiotiques parce que ça les empêche de commercialiser pendant un certain temps leurs poissons. Donc c'est assez limitant. Il peut y avoir la vaccination contre certains pathogènes, mais elle présente aussi ses limites. Elle peut être assez stressante pour certains poissons, par exemple. Ce qui fait que globalement, on manque encore de moyens de lutte pour réussir en aquaculture à lutter correctement contre ces pathogènes. Et là encore, ces pathogènes, ce sont des bactéries. Ces bactéries, elles sont virulentes par le dialogue entre elles. Et donc, à nouveau, si on arrive à couper ce dialogue moléculaire, on arrivera à des stratégies pour lutter contre ces pathologies. Alors, un exemple concret, par exemple. Donc, on retrouve toujours notre système. À faible densité cellulaire, la population de bactéries n'est pas virulente. À forte densité, la population est virulente et peut venir attaquer les poissons. Alors ici, c'est un poisson qui a été attaqué par une bactérie qu'on appelle Aeromonas et qui crée des mortalités importantes dans certaines aquacultures. Alors, il y a des molécules qui ont été développées, comme celle-ci. C'est une molécule halogénique d'atomes de brome, ici. Et cette molécule elle a la capacité de venir inhiber cette communication microbienne, de couper en fait, ces molécules de dialogue microbien et donc de lutter contre la virulence de ces bactéries. Alors, il y a pas mal d'essais en cours actuellement dans le domaine. Le problème de ces molécules, c'est qu'elles sont trop toxiques pour le poisson. Donc, l'application de ces molécules crée une mortalité du poisson.
mais les chimistes ont réussi à créer des dérivés synthétiques, et ces dérivés synthétiques ne sont pas toxiques pour les poissons. Ce qui fait qu'il y a quelques composés qui commencent à être mis en test pour une diffusion commerciale. Et il y a des Espagnols qui ont réussi à diffuser un produit qui s'appelle Aquastar, c'est la société Bioni. Je ne touche rien du tout, c'est juste un exemple de produit. C'est l'un des premiers produits en fait, mis sur le marché pour lutter contre ces pathogènes. En fait, alors c'est pas ce type de molécule-là qui est utilisé ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un probiotique. Les probiotiques les plus connus, c'est ceux qu'on met dans le yaourt quand on voit à la télé pour nous faire du bien. Ben, c'est un peu la même chose pour les crevettes ici, pour les élevages de crevettes. En fait, dans la nourriture des crevettes, on met un probiotique, c'est une bactérie qui s'appelle Bacillus, et ce Bacillus, il est décomposé permettant de lutter contre les dialogues moléculaires. Et effectivement, quand les crevettes se nourrissent par ce type de produit, on observe une diminution de la virulence de ces pathogènes. Apparemment, c'est un effet qui est significatif. Et un dernier exemple d'application concrète, la lutte contre le biofouling, cette fameuse lutte contre les biofilms. Comment est-ce qu'on peut réussir de façon concrète à lutter contre ce problème-là? Ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir un bateau, vous mettez dans ce cas-là une peinture régulièrement, ce qu'on appelle une peinture anti-fouling pour limiter ce problème-là. Le problème de ces peintures, c'est qu'elles sont très toxiques pour l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est des biocides qui se diffusent au fur et à mesure que les navires progressent. Mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer parce que ce fameux biofilm vient corroder les bateaux, il vient obstruer les instruments immergés. Pour des gros navires marchands, ça augmente les forces de frottement et donc du coup, ça augmente très fortement la consommation en carburant. Et donc du coup aussi l'émission de CO2. Donc on manque vraiment aujourd'hui de moyens pour lutter contre ces biofilms. Alors voilà, juste pour vous rappeler comment ça se met en place. Donc ça commence par des bactéries qui s'installent, et après, une fois que les bactéries forment ce premier biofilm, on a les gros organismes qui s'installent, les algues, les petits coquillages, etc. Et donc l'idée, c'est d'aller dans ces premiers biofilms, c'est d'aller inhiber ces molécules de communication pour lutter contre la mise en place de ces biofilms. Alors il y a des gens qui essaient de faire ça. Alors on se retrouve encore ici dans notre situation. Donc, peu de cellules, pas d'activité, beaucoup de cellules, émission des molécules de dialogue microbien et formation du biofilm. Donc l'idée, c'est d'aller couper en fait, ce dialogue moléculaire par un certain nombre de substances. Alors en particulier, il y a une substance qui a été développée, ce sont des enzymes. Il y a une entreprise, une start-up à Marseille qui essaie de faire ça. Donc ils ont trouvé une enzyme très puissante qui leur permet d'aller couper en fait, ces molécules de dialogue moléculaire. Alors cette enzyme, elle est très puissante parce qu'elle est très résistante aux variations des conditions de l'environnement. Elle est capable de résister à des fortes températures, à des variations de pH, des variations de salinité, etc. Et en fait, cette enzyme elle présente ses propriétés parce que la bactérie qui l'a produit, elle a été isolée dans le cratère du Vésuve, en particulier dans les fumerolles. Donc là-dedans, il y a des bactéries qui sont capables de résister à des variations de température, de salinité qui sont très fortes. C'est vraiment un milieu extrême. Et donc ce qu'ont fait les chercheurs de cette entreprise à Marseille, c'est qu'ils ont produit ces fameuses enzymes anti-dialogue moléculaire, anti-dialogue microbien. Ils les ont produits, ils les ont concentrés. Et ce qu'ils essayent actuellement de faire, vous voyez, ils essaient de les mettre dans un spray. Alors, ils en sont à cette étape de conditionnement qui n'est pas très simple. Et l'idée, évidemment, c'est tout simplement après d'aller appliquer ce spray de façon à lutter contre le biofilm en venant couper ces dialogues microbiens. Les premiers résultats semblent assez bien marcher. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont soumises aussi à la confidentialité pour préserver le développement de l'entreprise. Voilà, alors j'ai presque terminé. Je voulais juste conclure en donnant 3 informations. La première, c'est que ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est tout simplement que les micro-organismes sont nombreux, ils échangent beaucoup d'informations entre eux, et que ces informations permettent de contrôler la virulence, la formation de biofilms, beaucoup de choses qu'on peut voir au quotidien. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, la connaissance de tous ces mécanismes nécessite une recherche fondamentale qui est très forte. Et en particulier pour aujourd'hui donner naissance à des applications qui sont concrètes pour le quotidien de chacun. Qui aujourd'hui, et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est de faire financer la recherche fondamentale, parce qu'on cherche beaucoup à financer la recherche appliquée, et pourtant qui accepterait aujourd'hui de financer une recherche sur des petites molécules de communication dans l'organe lumineux d'une sèche qui vit dans des milieux côtiers à Hawaï? Qui accepterait de faire ça? Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que ce type de recherche-là,
même s'il paraît très déconnecté de notre réalité, et dans les années 1970, ça donne aujourd'hui, dans les années 2010-2020, naissance à des applications qui sont très concrètes. Et donc là, je veux vraiment montrer aussi ici que l'articulation, il y a vraiment besoin d'une articulation très forte entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée pour pouvoir résoudre ce type de problématique. Voilà, j'espère que vous êtes intéressés, et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, Raphaël est prêt à prendre vos questions. Oui, j'aimerais savoir ce qui induit la multiplication bactérienne. Est-ce que c'est le milieu dans lequel elle se trouve ou d'autres facteurs, puisque c'est la concentration bactérienne qui est en faveur de soit l'apparition de la luminescence ou de la violence. Est-ce que vous m'entendez ici, comme ça, c'est bon. C'est une bonne question. Il y a plein de facteurs qui permettent ça. Ça peut être par exemple dans l'huître une filtration qui va concentrer les bactéries, il peut y avoir un effet de la température, la présence de certains nutriments. Et il y a beaucoup de facteurs de l'environnement qui peuvent expliquer que localement on va avoir une augmentation de la concentration bactérienne. Il n'y a pas un facteur unique, c'est vraiment quelque chose qui peut venir de beaucoup de choses différentes. Est-ce que vous avez eu dit pourquoi les différentes espèces de bactéries ils font ça pour eux? Parce que normalement, les espèces entre états, c'est quoi l'avantage pour eux? Alors là, ce que cherche à faire une bactérie, c'est à se reproduire, à se multiplier. Et en fait, ce qu'elle va faire dans un hémophile, par exemple, c'est qu'elle va se multiplier. Le fait de s'installer dans un autre va lui permettre de se multiplier. Et une fois qu'elle s'est multipliée, elle va chercher à se diffuser. Et à chaque étape de son cycle de vie, elle va émettre un certain nombre de composés chimiques, par exemple, qui vont lui permettre de boucler son cycle de vie, tout simplement. C'est comme, un peu comme une plante, hein, elle va faire du pollen. Ce pollen va ensuite se diffuser, il va y avoir formation d'une graine, et on va boucler comme ça le cycle de vie. Pour les bactéries, ça marche pareil. On va avoir un cycle de vie qui va alterner entre des formes libres, des formes attachées, et c'est le programme génétique qui va être mis en place à chacune des étapes de leur vie, va leur permettre de boucler ce cycle de vie. Non, pas la bioluminescence, elle intervient dans ce cycle de vie. La bioluminescence, en quoi elle intervient dans ce cycle de vie? Qu'est-ce que ça leur apporte aux bactéries finalement? Alors, c'est une bonne question et on ne sait pas trop répondre à cette question-là. Alors, on peut prendre l'exemple de la sèche. Dans la sèche, c'est une symbiose, donc c'est un échange gagnant-gagnant. Ce que donne la bactérie, c'est de la bioluminescence. Ça va permettre à la petite sèche en fait, de se camoufler, d'aller chercher des proies, par exemple, d'éclairer ses proies, par exemple. Et en retour, la bactérie, elle va gagner des sucres, elle va gagner un abri. Après, c'est pas toujours très clair pourquoi certaines bactéries vont faire de la bioluminescence. Ça reste un point d'interrogation. La luciférine, alors. Le problème de la luciférine qui fait aussi donc qui produit des bioluminescences et la fameuse enzyme luciférase. Comment ça se... Est-ce que c'est un rapport avec ça? Non, pas du tout. Si, complètement. Pour revenir là. Tout début. Parmi les gènes ici qui sont activés, ça, ici, ce sont des gènes qui conduisent à la formation de la luciférase qui produit la lumière. En particulier, je ne sais pas quel c'est le XA. Il y a deux sous-unités de la luciférase. C'est une protéine assez complexe. Et parmi ces gènes-là, il y en a au moins un qui va conduire à la production de cette luciférase. Après, il y a un certain nombre de facteurs annexes qui vont permettre la production de lumière. Les messages chimiques émis, ils sont reconnus comment par les bactéries? Alors, on peut regarder ce schéma-là. En fait, ils sont reconnus par des récepteurs. C'est des protéines qui sont intracellulaires, comme ici le récepteur Luxer. Et en fait, le messager chimique, il vient se fixer sur le récepteur Luxer
et il se comporte comme un facteur qui va activer la transcription de très nombreux gènes, dont les fameux gènes codant la luciférine. Donc c'est des protéines intracellulaires. Parfois c'est des protéines membranaires. On a une voie de signalisation à l'intérieur de la cellule qui transmet l'information. Tu montrais tout à l'heure, je pense que c'était la thèse de Léa à laquelle tu faisais référence, le schéma qui regroupait l'ensemble des molécules émises par une espèce de bactérie. Et ma question, c'était justement de savoir si plusieurs espèces de bactéries pouvaient reconnaître la même molécule. Alors, si même une même bactérie, enfin plusieurs espèces de bactéries pouvaient produire la même molécule. Ouais, c'est une question que les gens se sont longtemps posée. Longtemps, on pensait qu'on avait une espèce bactérienne, un type de molécule de communication. En fait, ça marche pas du tout. Le tableau est assez complexe. On sait que plusieurs espèces bactériennes peuvent produire exactement les mêmes molécules, mais parfois les concentrations vont être différentes, le spectre d'émission de ces molécules va être différent, l'affinité du récepteur pour ces molécules peut varier aussi, ce qui fait qu'on a plein de points. Et même, pour rentrer dans les détails vraiment de biochimistes, le degré de phosphorylation de certaines protéines intracellulaires peut varier en fonction du type de molécule qui s'est fixé sur les récepteurs. Ce qui fait qu'on a un panel de réponses cellulaires qui est extrêmement large à chaque type de molécule de communication. Donc c'est une combinaison de émetteur-récepteur plus la façon dont le récepteur intègre l'information et l'interprète. C'est là où moi je parle d'un vrai dialogue en fait. C'est vraiment un échange qui est extrêmement complexe. Du coup, en luttant contre les auto-inducteurs, c'est-à-dire en empêchant leur action, tu n'empêches pas la quantité importante de bactéries dans les... Voilà. Alors, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. Alors, je comprends qu'en milieu médical, ça puisse être un inconvénient, parce qu'on ne va pas se débarrasser complètement de la bactérie pathogène. Par contre, dans l'exemple où on va lutter contre le biophonide, ça veut dire qu'on a des molécules qui ne sont pas trop toxiques pour l'environnement, puisqu'on va juste limiter la formation du biophile, mais on ne va pas des biocides. Donc, dans ce cas-là, ça va être un sacré avantage d'utiliser ce type de stratégie. Sauf si les auto-inducteurs comme un communicant peuvent aussi avoir une influence sur la croissance bactérienne. Oui, donc, alors, tu pourrais éventuellement. La réponse, elle peut être assez complexe. Non, s'il n'y a plus de questions, nous remercions Raphaël pour cet exposé très clair, il me semble.